matin, bon, vous me direz, un beau matin, bon, ça dépend pour qui, en fait. Mais pour cet homme-là, ce matin-là, c'était un beau matin, puisqu'il avait décidé que ce jour-là, dans ce pays-là, il allait devenir dictateur. Ah bah oui, comme ça. Il s'est levé, il s'est dit qu'il allait être dictateur. Après tout, il avait le goût du pouvoir, des idées pour son pays, il allait devenir dictateur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le pouvoir. Ah oui, vous me direz, c'est pas si simple que ça. Eh bien, en fait, pour faire une dictature dans un pays, il suffit que le peuple ait peur et qu'il soit le moins possible instruit. Alors, pour installer la peur, ça va. C'est relativement facile. Il faut avoir un bon ministre des armées, un bon ministre de la police, et eux vont faire le travail. Et c'est ce qu'il a fait. Le dictateur a nommé un bon ministre de la police et un bon ministre des armées. Tous deux avaient eux-mêmes eu affaire avec la justice, mais justement, ils savaient de quoi ils parlaient. Alors, on les a laissés faire. On les a laissés emprisonner tous ceux qui avaient la mauvaise idée d'émettre une question, de lever un sourcil, de se dire « je ne suis pas d'accord ». On les mettait en prison. Alors on a commencé par les journalistes, voilà, on a laissé en place tous ceux qui disaient exactement ce que le dictateur disait de dire. Tous les autres, en prison. On a mis en prison tous ceux qui posaient des questions, tous ceux qui émettaient des avis contraires, tous ceux qui disaient peut-être fou, en prison. Et quand ça ne suffisait pas, on leur coupait la tête. Et au bout d'un moment, ça en a fait du monde en moins dans les chaumières. Mais pour bien installer ça, on a continué de mettre en prison de façon très arbitraire tous ceux qui levaient un sourcil un peu de travers, qui faisaient les yeux noirs, tous ceux qui toussaient un peu trop fort en public, même qui éternuaient, en prison. Et on coupe la tête. Ça a bien réduit au silence tout le monde. Ah, si. Et puis après, il faut rendre le peuple idiot. Alors ça, bon, ça prend un peu plus de temps, forcément. On a commencé par fermer les bibliothèques, brûler les livres, fermer les librairies. Et on a interdit à tous ceux qui pouvaient raconter comment c'était avant, on leur a interdit de parler. On leur a demandé de se taire. On a fermé les salles de spectacle, fermé les salles de cinéma. On a interdit aux comédiens de jouer des spectacles, même dans la rue. On a interdit aux conteurs de raconter des histoires. Et puis, on a interdit aux professeurs de faire leur travail. On a interdit même aux instituteurs d'apprendre à dessiner. On a supprimé tous les papiers. On a enlevé tous les crayons, tous les stylos. On a tout brûlé. À un moment, le dictateur s'est même dit que il faudrait peut-être interdire les mamans aussi. Bon, autoriser les papas, c'était eux qui avaient tout le pouvoir, justement. Ils représentaient bien cette dictature, mais les mamans, elles chantent des berceuses. Elles racontent des histoires. Peut-être qu'il faudrait les interdire. Mais là, bon, plusieurs conseillers du dictateur lui ont dit que ça allait peut-être être un peu compliqué, que si on interdisait les mamans, il n'y avait plus de bébés non plus. Alors on a autorisé les mamans. Mais elles aussi, on les a bâillonnées. À elles aussi, on leur a interdit de chanter et de raconter des histoires. Et notre dictateur s'est confortablement installé dans son trône.
Et il a regardé le temps passer. Il en a profité pour faire passer quelques lois de ce qui lui semblait important, sans que personne jamais ne vienne lui dire quoi que ce soit. Et la vie s'écoulait tranquillement dans ce royaume jusqu'au jour où on a rapporté au dictateur que là-bas, aux confins du royaume, là où la frontière se confond avec le littoral, il y avait une vieille femme, très vieille, qui continuait d'apprendre aux enfants. Là, le dictateur, mais ça l'a mis dans une colère, que je vous jure que ce jour-là, les conseillers, ils se sont tous rangés dans les coins pour être sûrs de pas finir en prison ou avec la tête tellement, ils avaient peur pour eux, quoi, qu'on leur reproche que cette femme... Comment ça ? Comment elle fait pour continuer d'apprendre? Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de quoi écrire. Comment elle fait? Un qui a osé lui dire que sur la plage, sur le sable, avec un bâton, elle leur apprenait à lire, à écrire. Mais ça sert à rien de toute façon, il n'y a plus rien à lire. Oui, peut-être, mais un jour, ou dans un autre pays, il y a encore des livres. Quoi? Alors là, le dictateur qui ignorait totalement que dans les autres pays, c'était pas une dictature et qu'il y avait des livres, là, a fait une découverte qui d'un seul coup l'a épouvanté. Bref, il a exigé que cette femme soit amenée dès le lendemain, là, dans la salle du royaume. Et voir de quel bois elle allait chauffer. Vous voulez la voir, cette vieille, on disait qu'elle était si savante. On l'a emmenée. On est allé la chercher. On l'a emmenée avec tous les enfants du village. Tous ceux à qui elle avait appris à lire et à écrire sur la plage. Tous ceux à qui elle avait raconté des histoires. Tous ceux à qui elle avait dit comment c'était la vie avant. Quand il l'a vue rentrer, le dictateur a vu un fou rire. Mais quoi? Cette femme? Mais c'est cette femme-là qui... Une vieille femme, courbée, sèche comme une branche. Elle marchait là, à petits pas, courbée sur sa canne, les cheveux tirés en un chignon, la tête baissée. Quand elle a relevé la tête, le dictateur, il a vu toutes ces rides, toute la sagesse là qui s'imprimait sur sa peau. Et puis, il a vu 2 yeux lumineux, 2 yeux qui semblaient lui dire « Je sais, je fais ce que je veux, et tu ne me fais pas peur. » Et là, le dictateur, il a lu dans son regard toute la sagesse du monde, tout le savoir du monde, et là, il a eu peur. Alors, c'est toi. C'est toi qui, là, du haut de ta vieillesse, c'est toi qui oses me défier? Mais qui es-tu, vieille femme? Qui es-tu pour oser faire une chose pareille? Tous tes semblables, là, ils ont fini en prison, décapités. C'est ce qui va t'arriver. La femme n'a pas baissé le regard. De toute façon, elle n'avait plus rien à perdre. Elle était vieille, certes, mais elle avait fait ce qu'il fallait dans ce monde. Elle avait fait ce qu'elle avait voulu, ce qui lui avait semblé juste. Elle ne regrettait rien. Alors si elle devait mourir maintenant, c'était comme ça. C'est que c'était écrit. Elle était prête. Je ne sais pas si je vais te tuer maintenant. Je vais peut-être attendre un peu. Ou alors, je vais voir si tu es si savante. On me dit que tu apprends à lire et à écrire aux enfants. C'est quand même que tu as un petit savoir. On va vérifier ça. Il a fait venir là, devant lui,
un seau d'eau froide, et à côté un petit réchaud qui flambait, et dans lequel brûlaient des morceaux de bois, rougis par le feu, des tisons. Il en a pris un avec une pince. Alors, femme, puisqu'on me dit que tu es savante, on va vérifier. Je vais jeter le tison dans l'eau. Et toi, là, tu vas devoir me dire qui du tison ou de l'eau a fait pchit en premier. Et on verra après ce que je ferai de ta vie, ce que je déciderai. Et il a jeté le tison dans l'eau. La femme, elle n'a pas lâché du regard. Elle sentait dans son dos la sueur froide de l'angoisse lui dégouliner. Elle n'en a rien montré. Il y avait dans son regard une telle ténacité, un tel désir de vaincre et de vivre. L'homme en a eu froid dans le dos, lui aussi. Tu veux pas me répondre? Tu continues de me tenir tête? Alors, puisque toi, tu n'as pas peur de perdre ta tête, peut-être que tu auras peur pour celle de tous ces enfants. Là, tous ceux qui t'ont accompagné, là, tous ceux du village. Eh bien, si tu ne me réponds pas à ma question, eux aussi, ils vont mourir. Alors là, la femme a senti sa détermination vaciller. Elle a senti, là, dans le creux de son ventre, une boule qui grossissait. C'était pas de la peur, c'était autre chose. La peur, évidemment, elle était là. Elle n'était pas toute seule. Elle n'avait pas peur pour elle, non. Elle avait peur pour tous ses enfants. Eux, ils n'avaient rien demandé. Eux, ils n'avaient pas décidé. C'était elle qui avait décidé de leur apprendre. Eux, ils étaient beaucoup trop jeunes pour mourir de la main de ce fou-là. Alors elle a senti la boule qui prenait toute la place dans son corps, qui l'a fait se redresser, qui l'a fait regarder le dictateur, et quand lui, il a repris à nouveau le tison, et qui lui a dit « Alors, qu'est-ce que tu décides ?» Elle a senti cette chose grandir, grossir, venir déplier son bras, déplier sa main, qui s'est levée, et d'un coup s'est abattue sur la joue de l'homme. Elle lui a dit « Écoute-moi bien, je veux que tu me dises là, à l'instant, qui de ma main ou de ta joue a fait claque en premier ?» La main a frappé si fort sur la joue de l'homme qu'il en est parti en arrière, et de stupeur, il s'en est retrouvé cul par-dessus tête. On n'a jamais su qui de la main ou de la joue avait fait claque en premier. Il a régné en un millième de seconde un silence absolu dans la salle, où on aurait entendu une mouche voler. Et puis la situation était si ridicule qu'un des conseillers du dictateur a eu, comment dire, un hoquet de fou rire, un hoquet libérateur, est si contagieux que dans la minute qui suivait, l'ensemble de l'assemblée entière a eu un fou rire qui a réveillé les consciences. Et le fou rire, lui, non seulement il a réveillé la conscience, mais il a réveillé la colère de tous ces hommes qu'on tenait sous le joug de la dictature depuis si longtemps. Et de colère, ils ont attrapé le dictateur, les ministres, et ils les ont mis en prison. Bien évidemment, on a libéré les autres. On a rouvert les écoles. On a laissé les conteurs parler et raconter l'histoire. Depuis, dans ce pays, on dit que pour éviter les dictatures, il faut toujours avoir un fou rire prêt et la colère prête à démarrer aussi. C'est comme ça que ça s'est passé.
c'est la vraie vérité puisque c'est moi qui vous l'ai racontée.